suis ravi avec Virginie de pouvoir réaliser cette première matinale d'information 100% digitale qui s'inscrit dans l'actualité que vous connaissez. Et à ce titre, nous avons du coup choisi un thème d'actualité, le triptyque télétravail, management à distance et cybersécurité. Un thème qui aujourd'hui concerne quasi l'ensemble des entreprises. Nous ne sommes pas tous armés de la même manière sur ces sujets, peut-être plus à l'aise sur certains et pas d'autres d'ailleurs. Virginie nous fait l'honneur de nous donner son éclairage sur ces sujets-là, euh, sujets que tu maîtrises Virginie à travers donc, ta société Valeur Co, qui est spécialisée dans tous ces thèmes de la transition numérique, numérique autour de l'entreprise. Voilà, je te laisse te présenter en quelques mots et ensuite voilà, nous donner ce fameux éclairage. Vous pourrez tout à fait interagir avec Virginie au travers du chat. Donc moi je surveillerai vos éventuelles questions et enfin voilà, j'arrêterai Virginie de temps à autre pour qu'on puisse faire un jeu comme ça de questions-réponses. Hein, l'idée c'est de rester vraiment dans un esprit le plus proche possible, si je puis dire. Voilà, donc à toi de jouer Virginie et merci encore. Ça marche. Merci, merci Christophe. Merci au MEDEF Anjou et Pays d'Aloire de mettre en avant effectivement ces sujets sur la partie télétravail, management à distance et cybersécurité. Effectivement, j'ai peut-être même la possibilité d'enlever le masque. Ce sera sans doute beaucoup mieux. Donc, je suis Virginie Berton-Lemignon, dirige Valeur Co. Ça fait à peu près 6 ans maintenant que l'entreprise a été créée. On est basé dans un espace de coworking à Wiforge sur Angers. Notre métier, c'est vraiment la transformation des entreprises, particulièrement la transformation numérique, sur deux thématiques majeures, on va dire aujourd'hui, que sont le management augmenté et la relation client 2.0. Donc ça sont le cœur de notre activité aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, si on va un peu regarder, comme Christophe vous l'a dit, deux possibilités, peut-être même une complémentaire pour interagir un petit peu par écrit en tous les cas. Ce sera vraiment, donc si vous êtes connecté sur YouTube, au contraire d'être plutôt sur le chat, donc de ne pas hésiter à commenter, poser des questions qui seront collectées par Christophe. Et pour ceux qui n'auraient pas de connexion à YouTube, eh ben, on va proposer, c'est l'agilité de Christophe, de collecter ces mêmes questions éventuellement, soit par SMS, si vous avez le plaisir d'avoir le portable de Christophe, ou par mail. Et puis j'essaierai de répondre au fil de l'eau. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter enfin, pour l'interaction pour le coup. Sans plus attendre, donc on va voir un certain nombre de choses puisque le sujet finalement est plutôt vaste et toujours essayer de replanter un petit peu le contexte dans lequel aujourd'hui nous évoluons, puisque l'année 2020 est une année tout à fait particulière dans la mesure où il s'agit de l'an zéro du télétravail. Juste un chiffre, hein, en 2017, la DARES recensait 3% de télétravailleurs en France sur une sémantique de télétravail assez réduite, mais quand même 3% uniquement de télétravailleurs, à comparer en 2020. À la sortie du premier confinement, on était à peu près à 20%. Donc vraiment, cette année 2020, l'an zéro du télétravail, avec un télétravail qui a été peu anticipé et peu construit. Des chiffres clés avec cette enquête emploi de l'INSEE qui va comparer deux périodes, celle de mars à mai 2019 versus mars à mai 2020, où on observe finalement qu'en France, en télétravail, on avait 47,2% de télétravailleurs en 2020 sur ce premier confinement, à comparer en 2019 à 22,5%. Petite observation, les femmes ont eu l'air de télétravailler un petit peu plus que les hommes. Je ne sais pas comment interpréter finalement ce chiffre. Donc cette enquête montre une évolution très forte de ce télétravail en France déjà sur le premier confinement.
Le télétravail, c'est bien plus qu'une nouvelle modalité d'organisation. Le télétravail va vraiment brouiller l'ensemble de nos frontières, qu'elles puissent être spatiales, temporelles et relationnelles. C'est pas juste encore une fois une nouvelle façon de travailler. On perd notre espace de travail. En termes de temps, on est sur une donnée qui va être bien plus difficile finalement à appréhender, moins rythmée, moins séquencée, ou en tous les cas différemment séquencée. Et sur le champ relationnel, par définition, on va être mis à distance à la fois d'un manager, d'un responsable, de salariés qu'on pourrait manager, de collègues, d'amis en général, le cas échéant. Donc il y a vraiment une espèce de brouillard finalement sur ces frontières. Et donc le télétravail, il faut vraiment comprendre cet aspect-là parce que la distance va vraiment amplifier finalement les bons fonctionnements ou les mauvais fonctionnements qui pouvaient déjà préalablement exister en mode réel. Quels sont les risques potentiels que l'on peut observer sur la mise en place d'un télétravail? J'ai choisi plutôt de mettre en avant d'un côté la partie salariée, le regard un peu des salariés, versus de l'autre côté le côté des employeurs. Ce sont bien des risques potentiels. Ça ne signifie pas que systématiquement, et on le verra juste après, comment justement faire au mieux pour essayer de minimiser ces risques-là et au contraire aller amplifier les gains. Mais un certain nombre d'enquêtes ont pu remonter, et donc et côté salarié et côté employeur, des risques potentiels. Quels sont-ils? Sur les salariés, on peut avoir un renforcement du contrôle par les équipes en management, facilité quelque part par les connexions aux outils numériques avec l'ensemble des métadonnées, des temps de connexion, des moments de connexion que l'employeur va pouvoir éventuellement collecter et être amené, dans certains cas, je ne dis pas du tout le temps, dans certains cas, on peut avoir ce risque-là d'un renforcement du contrôle et une espèce de peur finalement de lâcher prise en se disant je n'ai plus sous mes yeux les salariés, je vais donc renforcer, amplifier le contrôle. Donc renforcement du contrôle. Une surcharge de travail, ça peut être aussi un risque potentiel finalement d'un salarié qui n'a plus forcément ses limites précisément temporelles et va travailler. Et donc on peut avoir ce dispositif, enfin, cet effet de surcharge de travail ou de la même manière un responsable qui a du mal à piloter un peu à distance ses collaborateurs et donc on peut avoir cette surcharge. Un isolement, très clairement. Ça a pu être souligné par un certain nombre de salariés en France, en tous les cas. Cette difficulté, on reste fondamentalement des êtres sociaux et donc de perdre le fil, le contact physique, cette proximité en tous les cas physique, peut emmener un certain nombre de salariés dans des problèmes sociaux, psychosociaux importants avec ce sentiment très très intense d'isolement. Une difficulté parfois aussi qui est liée à un moindre accès à l'information. Parce que des outils n'ont pas forcément permis un bon partage de l'information, ça n'a pas été suffisamment organisé, pensé au départ de l'action, et donc on peut avoir un délitement du collectif et même une perte du sentiment d'appartenance. On a plus cet esprit maillot qui pouvait faire corps en mode physique présentiel dans l'entreprise. Une dernière aussi, peut-être dans certains cas, des doubles contraintes et familiales et professionnelles qui avaient été quand même très remontées aussi pour des salariés qui étaient dans des habitats à surface plus réduite où par définition c'est un peu plus compliqué, on n'a pas d'espace de travail dédié, des enfants sur ce premier confinement qui n'étaient pas si loin et donc des contraintes pesantes et qui alourdissent complètement les risques, en tous les cas qui pèsent côté salarié. Côté employeur cette fois. Ce qu'on peut avoir comme risque, c'est tout bêtement une baisse de performance. C'est-à-dire que vraiment encore plus sur ce premier confinement, donc en début d'année, qui n'avait pas du tout été anticipé, préparé, peu d'entreprises digitalisées finalement en France quand on regarde l'ensemble des chiffres, ne serait-ce qu'en Europe, encore un travail important à faire de ce côté-là, pas prévu, pas anticipé, donc un télétravail en mode très dégradé, et donc par définition un impact qui aurait pu être cette baisse de performance. Une perte d'attractivité aussi, parce que si vous êtes une entreprise qui n'avait pas forcément
mis en place un certain nombre d'outils numériques, travaillé encore assez à l'ancienne. C'est sans doute un peu compliqué pour le coup d'engager des collaborateurs qui estiment être un peu délaissés avec des outils qui sont peu présents. Une diminution de l'engagement du collectif, qui est un peu le contrepoint de ce qu'on a pu observer côté salarié. On y reviendra juste après, des cyber-risques, évidemment, et on verra que justement le ou la Covid-19 a fortement amplifié, impacté, augmenté en tous les cas les cyberattaques. Et puis, on peut aussi, en risque potentiel, avoir un certain nombre de dysfonctionnements organisationnels, là aussi, qui est un peu la conséquence d'une préparation moyenne sur cette mise en place de télétravail. Donc ça, ce sont les risques potentiels sur la mise en place d'un télétravail. Évidemment, quand on a des points négatifs, on a souvent de l'autre côté des points positifs. De la même manière, côté salarié, côté employeur. Alors côté salarié, un gain sur le temps de transport, très clairement qui a pu, parfois être réinvesti entre le travail et la vie personnelle. Alors dans nos contrées, on est, en Anjou, sans doute un peu moins concerné par des temps de transport, mais sur des métropoles, plus conséquentes, à raison de 1 h 30, 2 heures, 3 heures de temps de transport en moins par journée, par définition, ça joue très clairement, sur une journée. Donc vraiment un réinvestissement de ce gain sur une meilleure répartition entre vie professionnelle et vie personnelle. Des économies aussi, même malgré parfois la prise en charge des employeurs, mais des économies quand même pour réduire les dépenses liées au transport, au repas. Des bénéfices aussi quand on est ce salarié avec un espace dédié, sans surcharge autre, avec une qualité de travail qui va être amplifiée parce que la concentration va être recouvrée et donc on va être plus complètement connecté dans les deux sens du terme à son travail. Donc ça, ce sont les gains potentiels qu'on peut observer côté salarié. Côté employeur, on va pouvoir avoir une baisse de l'absentéisme. Là aussi, c'est le pendant, une qualité du travail qui peut être accrue si elle est, encore une fois, si elle a été aménagée, discutée, construite. Une augmentation de la productivité, des diminutions de coûts de transport et une image positive cette fois, à l'envers de tout à l'heure, d'une entreprise connectée qui arrive à maintenir une cohésion et finalement à fonctionner tout à fait normalement ou le mieux en tous les cas possible dans ce mode un peu particulier de travail. Donc ce qu'on observe, c'est que finalement entre ces risques et ces gains, on va souvent trouver un petit peu les mêmes sujets et ça va dépendre de la façon dont on va embarquer le télétravail dans son entreprise. Mais la question, c'est finalement, est-ce qu'on peut arriver à télétravailler, donc à la fois côté salarié, être serein et efficace, et si je suis plutôt côté manager et employeur, est-ce que le télémanagement serein, c'est une utopie? Est-ce que c'est possible? Comment on fait finalement pour arriver à ce que chacun s'y retrouve? Évidemment les salariés, évidemment les managers, et au final le collectif qui est cette organisation, qui est l'entreprise. Alors comment faire pour justement tenter d'y arriver. J'ai repris en fait cette expression-là, mais j'y crois sincèrement, c'est-à-dire que je pense qu'une des clés, c'est vraiment le take care, prendre soin. Donc c'est vraiment ce que je mets sur avec ou sans accent, c'est pas bien grave, c'est de le répéter vraiment complètement. Et on va le voir, on va le décliner un peu. Take care, donc on a prenez soin de vous, vraiment à titre individuel sur le champ de la santé. Mais je pense que c'est aussi quelque chose, ce take care, la care attitude qu'on doit pouvoir avoir justement pour essayer d'aller embarquer un télétravail, une façon de manager à distance de manière sereine et efficace. Alors très bien, mais prendre soin de quoi au final? Ce take care va s'appliquer à quoi? Je pense que pour justement donc vraiment cette histoire de télétravail serein, efficace, d'être un manager qui s'y retrouve par rapport à tout ça, la clé donc est vraiment de pouvoir prendre soin de son capital immatériel.
Capital immatériel, qui est une notion qui est documentée depuis quelques années maintenant, qui revient et tant mieux avec force. Donc c'est vraiment la partie, cette notion de goodwill, de valorisation des entreprises qui n'apparaissent pas comptablement, qui ne sont pas des données comptables. Donc le capital immatériel, ça recouvre en fait différentes dimensions. On en a 7 aujourd'hui qui sont documentées, qui peuvent être plus ou moins regroupées. 7 dimensions qui vont être le capital client, l'humain, les ressources humaines, l'organisationnel, le système d'information, le savoir, les marques et les partenaires. Je pense vraiment, c'est ce que je disais à l'instant, qu'en étant dans cette logique de prendre soin de ce capital immatériel-là, de ce qui finalement fait non pas forcément systématiquement la valeur à aujourd'hui d'une entreprise, mais qui en tous les cas fait vraiment participe, contribue très largement à la valeur des entreprises demain, de prendre soin de ces différents capitaux-là permet donc une valorisation de l'entreprise très clairement, et plus prosaïquement sur mon sujet de télétravail, de télémanagement, sans doute de s'en sortir pour essayer de ménager les équilibres qui sont, on l'a vu, un peu compliqués, puisque par définition, ça bouge ses frontières, donc ça va pas être simple comme sujet. Mais déjà, si on a cette intention et qu'on met en place un certain nombre de méthodes, on doit pouvoir y arriver. J'entends le take care ou le prendre soin de son capital immatériel sur deux aspects. Celui que vous observez plutôt en mode défensif, qui va être vraiment celui de la protection et de la vigilance. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas un take care BA, monde de bisounours, etc. du tout. Ça va être, j'ai vraiment un volet défensif où il va falloir prendre soin de l'ensemble de ces dimensions du capital immatériel en mode je dois les protéger, on doit être vigilant ensemble sur un certain nombre de sujets et on verra précisément un peu plus en tous les cas sur la partie ressources humaines et sur le système d'information. Donc protection et vigilance, ce premier point en mode défensif. Et puis l'autre côté, un take care aussi, où justement on va plutôt vouloir chercher à développer finalement ce capital immatériel et être en veille, en veille complètement sur ces aspects. Donc un volet plus positif, offensif. Et donc c'est bien sur ces deux aspects-là que j'entends quand je parle de take care et de care attitude, et en tous les cas de prendre soin du capital immatériel. On va le voir, il y aura vraiment systématiquement ces deux aspects de protection et puis de l'autre côté plutôt de développement. Si on regarde un petit peu plus en avant sur la partie système d'information, j'entends souvent, pas nécessairement dans ces termes, mais quasi, les cyberattaques. Non mais qui voudrait nos données? On est juste une petite boîte. Ça peut être aussi, enfin vraiment, moi c'est ce que j'ai entendu très régulièrement depuis oui 5-6 ans à peu près, localement ou pas d'ailleurs. Hein. C'est vraiment toujours cette idée reçue finalement qui est, attends, enfin j'ai un métier traditionnel, je suis dans l'agroalimentaire, je suis menuisier, etc. Donc ce qui fait fondamentalement notre tissu économique en France et particulièrement en Anjou. Et de se dire, ben voilà, je suis chef d'entreprise de cette petite boîte-là, qui donc va vouloir m'attaquer? Ça, c'est pas moi, c'est de quoi on me parle, c'est de la science-fiction. Donc ça, on l'entend, alors sans doute, peut-être, j'espère, en tous les cas, un petit peu moins aujourd'hui, mais on l'entend encore énormément, ça résonne encore énormément. Il faut quand même, et juste un petit rappel, savoir que sur les cyberattaques, finalement, et j'aime bien un peu reprendre les différentes sources de risque qu'une entreprise, enfin de sources de risque, pardon, des cyberattaques, et donc une entreprise peut subir, pour resituer un peu les choses, essayer de dépasser cette idée reçue, je suis juste une petite boîte, tout le monde s'en fiche de ce que je fais, personne ne voudra de mes données. Alors, on va quand même regarder un petit peu, mais globalement, les sources de risque sur les cyberattaques sont celles-ci, celles que vous avez en principe, j'espère, sous les yeux. Donc vous avez la première qui est celle de la malveillance et de la vengeance. Donc là, on est vraiment plutôt sur des vengeurs type un salarié mécontent. Donc c'est celui qui a eu une sanction disciplinaire, qui a peut-être même été licencié, qui n'a pas du tout compris, qui vous en veut énormément à vous, entreprise en tous les cas, ou vous, responsable, quel que soit l'aspect légitime et ou légal. Je suis pas du tout là-dessus, c'est vraiment une perception ressentie, vous en veut.
Et à un moment donné, donc ce salarié-là, qui est vraiment sur plutôt une source donc qui va être malveillant très clairement, veut se venger, va essayer en tous les cas de mobiliser un certain nombre de dispositifs pour donc assouvir sa vengeance. Des concurrents déloyaux, c'est-à-dire qui sont pas du tout sur un respect déontologique d'une ligne jaune et qui vont un peu au-delà d'une intelligence économique plus classique et qui vont essayer de déborder un petit peu et avoir se positionner et disposer en tous les cas pomper, collecter un certain nombre de vos données qui pourraient être importantes. Vraiment, cette source-là peut paraître anecdotique, elle est assez importante. J'en citerai, alors elle n'est pas citée forcément là, mais d'expérience, on peut retrouver aussi des gens qui peuvent infiltrer en fait des prestataires que vous faites travailler régulièrement. Donc ça arrive assez souvent. C'est une façon finalement de pouvoir rentrer dans une entreprise au travers de toutes les entreprises que vous faites travailler, entretien ménager, parfois prestataire informatique. Je suis pas du tout en train de dire que systématiquement il va falloir, enfin il y a des malveillants et des vengeurs dans ce type d'entreprise, mais c'est une des techniques pour pouvoir entrer dans une entreprise et rentrer un peu en mode vengeur et malveillant. Donc cette première source de risque, elle n'est pas du tout à mettre de côté, elle existe, elle est réelle, et en tous les cas, la connaître, c'est sans doute être mieux armé pour la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a justement comme source de risque? On va trouver la partie espionnage, renseignement, intelligence économique. Donc là, on va être sur des unités un peu spécialisées, des agences de renseignement qui vont utiliser un certain nombre de failles pour justement aller vous infiltrer et là aussi collecter un certain nombre d'informations. On est vraiment dans une guerre plus économique. Donc ça, faut clairement aussi s'en méfier. On est plutôt sur certains secteurs d'activité, pas forcément sur tous, mais ça existe très très clairement. La neutralisation, le sabotage et la destruction. Donc là, c'est pareil, on peut vraiment, donc là, c'est tout à fait une autre intention. Ce n'est pas simplement de comprendre et de prendre un certain nombre d'informations qui sont un patrimoine informationnel normalement qui devrait être préservé. C'est je veux détruire, je veux complètement neutraliser. On est sur d'autres choses. On va pouvoir mettre en place des attaques même de type ingénierie sociale pour complètement détruire l'entreprise. Ça arrive. Celui qui est le plus connu, évidemment, et celui qui va concerner, pour le coup, tout le monde, que ce soit cette petite boîte ou pas, c'est celui de la fraude et du lucratif, de l'argent. Bon, ben là, on est vraiment sur des mafias, des gangs, un certain nombre d'officines qui vont œuvrer très régulièrement, qui se contrefichent de savoir qui ils attaquent. Ils veulent juste attaquer pour précisément à cette fin lucrative. C'est leur seule intention et objectif. Et dans ce cadre-là, finalement le profil de l'entreprise qui est concernée ou du particulier leur est strictement complètement indifférent. Donc là, vraiment fraude lucrative, donc ça, faut l'avoir en tête, et on est tous concernés à titre individuel ou en entreprise par ce type d'intention. On peut ensuite avoir un prépositionnement stratégique, c'est-à-dire qu'on commence un peu en mode, pour le coup, presque cheval de Troie. On est un petit peu commencé à avoir des gens qui veulent comprendre un petit peu comment vous fonctionnez, donc sans forcément siphonner l'ensemble de vos données, pas forcément du tout vous détruire à ce stade, mais voilà, comprendre un petit peu comment vous pensez cheval de Troie aussi, et on peut donc avoir ce type de source de risque. Un avant-dernier qui est celui du jeu, du challenge, du ludique, de l'exploit, qui est là aussi vraiment finalement dans ces mondes-là plutôt important. On va voir un certain nombre d'ados, un peu sans doute désœuvrés, ou en tous les cas, enfin voilà, qui s'amusent énormément sur ces nouvelles technologies. Un récemment en France a pu être démasqué. Donc c'était vraiment un adolescent de 14 ans pour le coup qui exprimait le fait de s'ennuyer un peu et voilà pour lui s'amusait sans forcément se rendre compte de ce qu'il était en train de faire en termes d'attaque, de cyberattaque. On peut avoir des hackers chevronnés aussi, hein, vraiment, où il peut y avoir des challenges, des concours, puisque c'est une forme finalement d'exploit qui là va être recherché, pas du tout le profit, l'argent, c'est pas forcément
ce qui va les intéresser à ce stade. Et puis, on l'a évidemment, on en a eu un certain nombre récemment, d'idéologies, d'agitation, de propagande. Donc là, on va vraiment avoir des profils d'activistes, de cyberterroristes, de cyberpatriotes, et on a eu un certain nombre en France d'actions comme ça, de défaçage de sites, plutôt d'administration, d'associations. D'effacer un site, c'est normalement vous avez votre page d'accueil d'un site web qui est celle que vous avez soit fait réaliser ou réaliser vous-même, qui est défacée, c'est-à-dire qu'on va vous mettre à la place une autre page d'accueil, et quand moi internaute je vais me connecter sur votre site web de cette administration ou de l'entreprise, je vais finalement avoir un message de propagande d'une cause qui va être mise en avant. Donc il y a vraiment un certain nombre d'activistes aujourd'hui qui procèdent de la sorte pour faire passer leur message. Et donc ça peut être, pour le coup, c'est plutôt de l'ordre de la nuisance, mais enfin sur une administration, c'est jamais tout à fait positif. Donc ça, ce sont vraiment toutes ces sources de risques pour vous redire que, à un moment donné, de toute manière, on doit pouvoir tous être concernés par une cyberattaque. En France, 9 entreprises sur 10 sont touchées par une cyberattaque. Quand je dis ça, ça peut être vraiment une attaque qui est tout à fait mineure, sans forcément de conséquences importantes, jusqu'à des conséquences dramatiques que vont être la clé sous la porte de l'entreprise. L'impact du Covid-19 négatif a été aussi majeur, avec finalement un changement dans les attaques, dans les cyberattaques qui ont pu être justement mises en place. 9 entreprises sur 10 en France, c'est quand même assez important, et 42% sont des PME. Donc finalement, on est à peu près globalement sur un chiffre de 38%, donc un peu 4 entreprises, 4 PME en tous les cas sur 10 en France qui peut être potentiellement touchées par une cyberattaque. On vous fera passer le support. Europol, en mars 2020, a relevé en fait ceci: l'impact de la pandémie Covid-19 sur la cybercriminalité a été le plus visible et le plus frappant par rapport à d'autres activités criminelles. Donc vous avez le rapport qui sera en ligne. En fait, ce qui a été observé, ce qui est assez logique, hein, le confinement, les criminels aussi confinés. Donc il y a eu vraiment un report, un transfert finalement de la cybercriminalité de la criminalité, pardon, avec vraiment réinvesti un peu plus le champ de la cybercriminalité. Donc un sujet majeur, les cyberattaques, c'est pas du tout de la science-fiction, ça le sera pas du tout à terme de toute manière, c'est un vrai sujet que chacune de vos entreprises, de nos entreprises, doit regarder avec attention. Alors je reviens, c'est-à-dire que si on est dans ce contexte, on se dit quoi jusqu'à présent? On se dit qu'on a donc un télétravail qui est quand même, on s'y met plus ou moins tous, on est sur un moment, un confinement acte 2 qui est un peu différent de l'acte 1, avec moins de télétravail de fait que ce qu'on avait pu observer il y a quelques mois, mais quand même, donc on est plutôt sur un mode un peu sans doute plus hybride que ce qu'on avait pu observer, mais le télétravail et ce travail en tous les cas à distance est un vrai paramètre et le sera très certainement, sera un paramètre, une variable qui sera sans doute mobilisable bien plus largement que ce qu'on avait pu avoir jusqu'à présent. Donc ce travail à distance, ce sujet des cyberattaques qui ne fait qu'augmenter depuis une dizaine d'années et qui de toute manière aura vocation encore à augmenter. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. Et si je reviens à mon sujet qui était, bon, mais comment on fait finalement? C'est là en train de se dire, c'est quand même pas évident. Il y a des difficultés sur la partie télétravail où ça polaire, enfin voilà, ça brouille pas mal nos frontières, waouh. De l'autre côté, on est dans un monde où on nous dit que les cyberattaques, bon bah faut que je me méfie. Mais comment je fais? Parce que si je dois télétravailler un peu plus, bah par définition, je vais quand même avoir
et c'est dans la définition du télétravail en France, de l'utilisation de nouvelles technologies. Donc c'est un truc, comment je fais pour m'en sortir. Donc je reviens avec mon histoire de take care, mais vraiment, et d'avoir sur ces deux dimensions en tête les deux aspects. Donc d'un côté, on aura être en mode protection vigilance, et de l'autre, plutôt essayer d'être en mode développement, éveil, pour réussir à aller un petit peu plus loin. Sur la partie protection et vigilance, contre quoi? Qu'est-ce qu'on peut observer comme risque finalement sur la partie cyber attaque? On va pouvoir observer plusieurs choses. On a des risques sur la sécurité du système d'information qui vont être évidemment de l'ordre de la destruction d'équipements physiques, de composants. Vous pouvez donc, on a vraiment ce premier paquet de destruction. Il va falloir se protéger contre cela. On peut avoir des intrusions évidemment physiques toujours, pour le coup, alors peut-être même avec des difficultés parfois si on est moins nombreux sur un site pour renforcer sur d'autres plages horaires aussi finalement les intrusions physiques dans vos locaux. Les intrusions évidemment sur les réseaux, sur la partie système d'information, donc on a bien ce sujet d'intrusion. Perte ou vol, c'est assez classique, même si on emprunte un peu moins les trains et avions, etc., on a systématiquement des taux de perte et de vol qui peuvent être très importants. En tous les cas, ce sont les statistiques de la SNCF. On peut aussi avoir des problématiques qu'on va appeler patch management. C'est quoi cette histoire? C'est toutes les mises à jour en fait de nos logiciels, de toute la partie applicative. Vous savez, quand on vous demande toujours est-ce que vous voulez mettre à jour, on dit non parce que tiens, la dernière fois ça m'a planté, c'était un peu compliqué peut-être. Vous avez dans des structures plus grandes des gens qui vont s'occuper justement de mettre à jour très régulièrement la couche applicative dans des DSI. Si vous êtes plutôt sur des plus petites structures et vous n'avez pas ces gens-là à votre disposition, c'est soit d'aller voir avec un prestataire informatique ou en tous les cas comprendre un peu que c'est primordial justement d'arriver à mettre à jour très régulièrement justement l'ensemble de vos logiciels ou de vos applicatifs en général, puisque très régulièrement comment ça se passe, c'est un peu le jeu de chat et de la souris, c'est-à-dire que vous avez des hackers qui détectent un certain nombre de vulnérabilités qui vont finir, il y a des veilles sur les vulnérabilités, c'est un mot pas évident à dire, qui font qu'à un moment donné, et ben finalement, on va pouvoir, les développeurs et les entreprises de services numériques qui sont derrière ces logiciels vont pouvoir corriger et donc font une mise à jour de leur application. Donc c'est fondamental vraiment de gérer de gérer ce patch management. Ça peut être aussi des sous-traitants qui ne sont pas cadrés. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas vraiment contractualisé. Donc il y a une dimension juridique qui peut être absente. On ne fait pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit à un moment donné, ok, je prends un prestataire, je comprends rien, je sais pas trop ce qu'il fait, etc. Bon. Et donc ça peut être vraiment des sources de risques importants. On va avoir d'autres sujets aussi sur lesquels il va falloir être particulièrement vigilant. Ça va être les défauts de gestion des droits d'accès. En plus, c'est un sujet qui a été renforcé très clairement sur la partie télétravail, puisqu'on a pu modifier une politique d'habilitation et de droit d'accès. Donc là, il peut y avoir un vrai sujet, il va falloir s'en protéger. L'usurpation aussi, qui peut être une problématique. L'usurpation d'un compte utilisateur, pire, d'un compte administrateur. Et pour finir, au moins à ce stade, la propagation malveillante de données. Donc ça va être vraiment, il va falloir se protéger de tout ça. Et au contraire, essayer d'arriver à développer finalement un certain nombre, une suite d'outils, de nouvelles, enfin qui va s'appuyer très clairement sur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui vont à minima couvrir du partage de fichiers, de la communication instantanée, on va voir un petit peu après de quoi il s'agit, asynchrone, de pouvoir s'organiser un peu sur l'ensemble des tâches, d'avoir des supports aussi, parce que si on n'est plus en physique, en présentiel, pour des réunions, pour partager, il peut y avoir, mine de rien, des possibilités de travailler ensemble sur des supports. Il y a des outils aujourd'hui qui peuvent exister sur tout ça. Et puis, alors, on y tient, nous, à Valor Co, en tous les cas, particulièrement, mais sur l'aspect visuel, et d'être beaucoup plus visuel, justement, dans vos façons, finalement,
de communiquer, de faire circuler l'information. Alors, comment on va prendre soin justement, comment on va pouvoir se prémunir finalement contre des destructions, contre l'intrusion, contre un certain nombre de choses, et au contraire essayer de développer des outils qui sont censés répondre complètement aux besoins des différents collaborateurs. Je vais retenir alors quatre points justement qui vont s'accrocher sur ce CARE. Le premier, on va regarder un petit peu plus en détail, mais le premier c'est vraiment, on ne saurait que trop le répéter, vraiment. Et donc on va retrouver les notions un peu de mots de passe pas très très loin. C'est le basique de chez basique qui, mais alors vraiment presque désespérément encore aujourd'hui, est un drame quasi absolu. C'est-à-dire que dans beaucoup d'entreprises, quand je passe la tête en tous les cas dans les entreprises, il y a une gestion des mots de passe qui est très très sommaire, pour pas dire quasi inexistante, entre les fameux, je sais pas si vous êtes arrivé déjà, mais le fameux post-it qui est juste là à côté de l'ordinateur où on a l'ensemble des mots de passe, ou le fichier Excel qui s'appelle mot de passe, avec tout l'historique, sans qu'on ait d'ailleurs supprimé les anciens mots de passe des salariés qui sont partis depuis 5 ans, et qu'on n'ait pas changé le dispositif, le système d'information. Donc il y a un vrai sujet, on va regarder un petit peu quand même cette histoire de mot de passe, parce que on est toujours en France en se disant, attends, c'est compliqué, là, il faut encore en mettre un autre, et puis je m'en souviens pas, comment je peux me souvenir de tout ça? Et justement, c'est pour ça qu'il y a des outils, qu'il y a d'autres façons de procéder, et que c'est super important, et que c'est le B à bas, et que on en reparle encore aujourd'hui, parce que les fameux mots de passe qui sont mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, le prénom du chien que vous avez et vous en parlez tout le temps sur Facebook, tout ça, ce sont des données qui sont très très simples à avoir pour quelqu'un qui souhaiterait finalement rentrer. Donc il y a vraiment, on va regarder un petit peu plus cette histoire de chiffrement et d'identification. On va regarder aussi sur un volet cette fois un peu plus offensif comment on peut être agile numériquement pour essayer justement de se dire comment je fais là pour développer et toujours essayer de préserver cet équilibre entre sécurité et fonctionnalité, qui est un équilibre qui est très très compliqué. D'être dans des notions de gestion du risque, vraiment de risque management, pardon, qui va être primordial. Donc pour ceux qui connaissent vraiment ces gestions de risque, on n'est jamais sur un risque maîtrisé à 100%. Par contre, on met en place un certain nombre, on a cartographié nos risques et on va mettre un certain nombre d'actions en place pour minimiser, contrôler, mesurer justement ces impacts de risque. On regardera un petit peu. Et puis pour finir, une équipe qui est régulièrement sensibilisée parce que ces sujets évoluent très très vite. Et donc il y a vraiment des actions de sensibilisation, d'information, voire de formation, qui sont absolument importantes par rapport à tout ça. Oui, je suis en mode pause. Avant que tu enchaînes là-dessus, deux questions sont posées sur le chat. Le maintien de la cohésion d'équipe Oui. entre les postes télétravaillables et non télétravaillables. Et une deuxième sur faut-il imposer du temps de présence minimale au niveau de l'entreprise, justement en lien aussi avec cette cohésion d'équipe. Si tu veux nous apporter ton regard là-dessus. Ça marche. Alors déjà sur faut-il maintenir un temps un peu en présentiel, alors sauf si pour le coup il y a des contraintes réglementaires qui complètement nous imposaient d'absolument pas le faire, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour le coup, mais si on avait donc euh, hors contraintes réglementaires fortes qui nous interdiraient de le faire, de maintenir de temps en temps, de toute manière, du présentiel est fortement et très clairement fortement conseillé. C'est-à-dire que même sur les sociétés, c'est encore plus vrai aux États-Unis parce qu'il peut y avoir des pratiques chez eux qui sont déjà assez fortes dans ce qui s'appelle les entreprises full remote, donc 100% en télétravail. Même ces entreprises-là, donc il y en a une avec un dirigeant que je vous invite à aller découvrir et qui a des TEDx, je pourrais d'ailleurs les mettre en lien après, qui a des TEDx très intéressants sur sa façon dont Zapier, qui est une belle boîte, a mis en place et télétravail à 100%.
Et donc même chez ces gens-là, il y a forcément des moments en fait un peu de justement pour maintenir et renforcer cette cohésion qui vont être, on se rassemble à un moment donné. C'est-à-dire que moi je vais vous montrer tout à l'heure, voilà des petits trucs et astuces, j'allais dire, pour essayer de maintenir de l'informel, de la cohésion d'équipe, ça c'est clair. Donc il y a des choses qu'on peut faire à distance, mais mine de rien, de temps en temps d'avoir des vrais moments comme ça de partage. C'est fondamental parce qu'on est comme ça, c'est-à-dire on est des êtres sociaux, physiques et qu'on va avoir besoin de partager ces moments. Donc après on peut le faire de différentes manières, soit en mode plutôt avec des routines qu'on peut installer avec des temps une fois par mois pour avoir des petits temps comme ça d'échange ou si les sites sont vraiment trop distants, si les contraintes sont un peu trop fortes, d'avoir 2, 3 fois par an des grands moments qui permettent de rassembler un peu tout le monde. Il y a d'autres exemples pour ça, c'est vraiment les entreprises aussi qui ont, alors plutôt quasi dans nos métiers du consulting, qui ont des consultants qui sont dans les entreprises et finalement très peu au sein ou dans un siège de l'entreprise qui les fait travailler. Et donc de la même manière, ce qu'on peut observer au sein de ces entreprises, ça va être des moments comme ça qui sont ritualisés. On va retrouver un peu tout le monde justement pour partager des bonnes pratiques, juste se voir, enfin voilà, d'avoir des échanges à la fois travail évidemment, mais aussi plus informel. Donc ça me semble super important, quoi qu'il en soit, de maintenir un peu ouais, du temps comme ça en présentiel au contraire. L'autre point, c'est difficile. L'autre question, c'est ok, c'est bien là ce qu'on dit, mais on est sur un mode qui est un peu soit 100% télétravail, soit en mode classique, et le mode qui est un peu hybride, dans lequel on va avoir à la fois des télétravailleurs parce que les postes sont télétravaillables et les autres, c'est complexe en fait sur des formes d'équipe. Et donc il va falloir être extrêmement vigilant à ne pas renforcer, puisque souvent dans ces postes télétravaillables versus les autres, on a déjà, au départ, on va être plutôt les postes télétravaillables, ça va être plutôt ceux qui sont en mode bureau, qui sont donc on peut avoir des commerciaux, on peut avoir la partie administrative, etc. Versus la production qui de toute manière avait déjà cette perception que ceux qui sont dans le bureau sont toujours des privilégiés et pouvait peut-être y avoir, en tous les cas c'est ce que moi je peux entendre, peut-être à tort, mais dans certaines entreprises. Donc il y a déjà cette difficulté parfois, je veux dire même en physique, on a toujours l'impression qu'il y a ceux qui voilà sont au chaud tranquillou versus ceux qui travaillent vraiment. Encore une fois à tort ou à raison, hein, mais c'est souvent ce qu'on peut entendre quand même. Et donc forcément, si on se dit les gens du bureau sont des postes télétravaillables, le gouvernement quand même installe une injonction pour déporter, enfin que ces postes puissent être vraiment télétravaillables, on va se retrouver avec un renforcement un peu de ces déséquilibres et d'une perception en disant c'est toujours les mêmes finalement qui bossent. Alors que vous êtes en télétravail, vous avez précisément, vous, salarié ou manager, d'autres contraintes à gérer, hein, dont vous bossez, mais il y a une perception qui va être compliquée. Donc là, fondamentalement, si vous êtes manager ou chef d'entreprise, ce que je conseillerais de faire, puisque c'est souvent ce qu'on va observer comme difficulté, si on le sait, ça va être plutôt de mettre le sujet sur la table et précisément d'en discuter, de redonner à lire sur l'ensemble du contexte. Sans doute que vous n'allez pas récupérer finalement tout le monde dans la compréhension de là où vous en êtes, mais vraiment de poser le sujet, de se dire voilà comment on va s'organiser, que c'est pas nécessairement un choix, qu'il y a une part de contrainte. Donc déjà, je pense que ce point pour donner à lire va être vraiment plutôt important. Et puis d'arriver justement de temps en temps, soit par des systèmes de rotation quand même, mais à maintenir un lien physique aussi pour essayer de faire collectif, mine de rien, par rapport à ce collectif qui va être un peu là aussi délité. Donc donner à lire des raisons qui vous, en tant que chef d'entreprise ou manager, vous imposent finalement un peu d'aller là-dessus, de commencer justement même à verbaliser un peu les objections que chacun pourrait avoir, d'être plutôt en mode voilà expression de ressenti, au contraire. Je pense que ne serait-ce que cette séquence-là doit pouvoir faire du bien.
Et puis après, bah, de ne pas hésiter à utiliser, on le verra tout à l'heure, tous les outils de communication quand même qui peuvent exister, de faire le lien sur les outils numériques de communication entre les équipes qui sont en physique et puis les autres, qui est des temps vraiment comme ça numériques. Et je pense parfois, si c'est possible, des temps un peu physiques où il y a une petite rotation pour qu'il y ait, mine de rien, un lien présentiel qui puisse être maintenu aussi là-dessus. Donc, en tous les cas, ce serait ma réponse sur Merci ces deux Virginie. questions. Si, alors, si on regarde un petit peu sur la partie système d'information, donc je disais ce quart-là, chiffrement, agilité, risque management et équipe régulièrement sensibilisée. Sur le chiffrement et l'authentification, c'est sans doute jamais évident de comprendre finalement ce que c'est ces histoires de chiffrement. Alors c'est quoi précisément ce chiffrement et pourquoi pour moi c'est vraiment là aussi super important de le mettre en place en tous les cas sur un certain périmètre de vos données. L'idée, c'est de transformer du texte qui est clair, donc qui va s'appeler plutôt du plain text, donc un texte en clair qui est ce que vous souhaitez, un compte rendu de réunion. Il vaut mieux que ce soit à peu près clair, sinon c'est que c'est déjà mal parti. Mais donc transformation d'un texte en clair en texte chiffré. Donc ce texte chiffré, ça va être quoi? Bah, c'est une suite de lettres, de symboles, de chiffres qui semblent n'avoir strictement aucun sens. Et pour lire ces données ou les déchiffrer, bah, il faut une clé de chiffrement spécifique. Donc on va être vraiment sur un mode de protection qui rend possible cette lecture ou cette compréhension de données uniquement à condition de posséder la clé. Donc il y a un petit schéma qui réexplique ici finalement le procédé en mode très simple. Il y a plein de techniques différentes de chiffrement et le but du jeu c'est pas du tout de rentrer là-dessus maintenant. Juste pour sourire finalement, vous avez le lien aussi, je vous le mettrai. Je pense un schéma très simple qui permet de comprendre un des algorithmes AES alors c'est vraiment en mode sourire, c'est juste que c'est un des algorithmes aujourd'hui qui est à peu près un des plus complexes pour arriver à avoir des niveaux de chiffrement assez qui peuvent maintenir en haleine les hackers pendant quand même pas mal de temps. Et c'est ça le but du chiffrement, c'est comme si je reprends l'analogie d'une maison que vous avez. Les voleurs, normalement, vont à un moment donné toujours pouvoir rentrer chez vous, quel que soit le dispositif de sécurité que vous avez mis en place. C'est pas tant le fait de pouvoir, c'est pas binaire en fait, c'est pas le fait de pouvoir rentrer ou pas rentrer qui est important. C'est le temps que le voleur, le cambrioleur va pouvoir mettre pour rentrer chez vous. Plus vous augmentez ce temps-là, plus c'est dissuasif et il va préférer, pour le coup, ne pas se faire voir, aller chez le voisin ou vous, là, ça fait 3 quarts d'heure qu'il essaie de rentrer chez vous, il va y arriver, il lui faut encore un quart d'heure, versus votre voisin où finalement il n'y a que 5 minutes et ce sera beaucoup plus simple. Donc ça, c'est vrai dans la vraie vie physique. Et ben dans le monde numérique, c'est pareil. C'est-à-dire que l'idée, ça va être vraiment de mettre en place un certain nombre de dispositifs qui vont freiner les hackers, qui vont être dissuasifs le plus possible. Donc c'est pas, voilà, on n'est pas, on empêche. À un moment donné, les personnes pourraient quand même rentrer, pour le coup sans doute, mais le but du jeu pour une entreprise classique qui n'est en tous les cas pas vitale, enfin qui ne fait pas partie de groupements d'organisations qui sont vraiment d'intérêt vital pour la France. Bon, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un certain nombre de dispositifs qui dissuadent le plus possible les hackers. Et donc là, je mettais juste pour le sourire un petit schéma qui est censé nous permettre de comprendre l'algorithme AES, qui est encore une fois un des dispositifs qui est assez utilisé pour chiffrer des données qui sont particulièrement sensibles. On a aussi la partie mot de passe. J'en parlais tout à l'heure, où c'est parfois totalement déprimant. Enfin, moi, en tous les cas, ça me déprime. Ces histoires de mots de passe, ou alors dans le tiroir, le premier tiroir, là, vous avez tout. Même les mots de passe personnels qui sont là, parce qu'évidemment, c'est dans le même cahier. Bon, enfin bref, donc ça, c'est des pratiques que, et dans le monde de l'entreprise, et chez vous, hein, le fameux cahier, moi, là, enfin, il y a plein de personnes, je n'aimerais pas, enfin, c'est vraiment des pratiques qui sont très courantes. Je vous remets pour le coup vraiment ici un petit site qui avait été fait sur un mot de passe robuste. Donc je vais voir si normalement vous me suivez. Et donc je vous inviterai à le tester, mais c'est
un petit test pour savoir si vraiment votre mot de passe est complètement sécure ou pas. Et donc quand vous regardez, ça vous permet finalement, vraiment si je mets par exemple mot de passe, donc en 58 minutes, si je mets par contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est instantané. Si je mets mon prénom, c'est instantané. Par contre, alors déjà mon nom, je crois que c'était un peu plus compliqué. C'est ça l'avantage d'avoir des noms qui n'en finissent pas. Alors je sais même plus billion d'années, je sais même plus, ça fait trop de zéros pour moi. Mais donc c'est plus vous utiliserez en tous les cas sur votre mot de passe un mot de passe pardon robuste, évidemment plus ce sera long en termes de ce qui s'appelle dans la cybersécurité, enfin des attaques en force brute, c'est-à-dire que en force brute, il y a des hackers qui vous testent toute une palanquée de mots de passe très très simples, que ce soit sur des suites numériques ou de ce qu'on va retrouver assez classiquement, les mots password de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 00, etc. Donc il y en a un certain nombre. En force brute, vous pouvez déjà finalement, justement, quand on a instantané ou 5-10 minutes pour hacker ou craquer en tous les cas le password, c'est très très rapide. On a peu dissuadé finalement les hackers par rapport à cela. Donc amusez-vous à regarder déjà s'il y a aujourd'hui vos mots de passe, encore une fois, hein, sur la partie usage personnel et usage professionnel, si vous êtes plutôt de l'ordre de centaines de milliards d'années ou plutôt de l'ordre de la minute, ça peut quand même être intéressant de regarder un petit peu tout ça. Donc ça, c'était rapidement en tous les cas pour insister sur le fait qu'il y a vraiment des techniques aujourd'hui qui permettent en fait de pas tester à la mine l'ensemble des mots de passe, mais vraiment en force brute de regarder si le mot de passe peut être craqué très 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 rapidement. Je vous invite vraiment à définir, même dans des petites entreprises, pour le coup, enfin voilà, vous êtes peut-être même tout seul, donc à partir du moment où on est une entreprise, quel que soit le statut, quel que soit le nombre, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité, je m'en fiche. Je voudrais une politique de mots de passe forte et en plus qui évolue, parce que quand on commençait à regarder ces sujets-là, enfin, et déjà c'était un peu, enfin, on était sur des consignes même de la CNIL, hein, qui pour le coup ont évolué, toutes les instances qui peuvent beaucoup documenter sur le sujet. On pouvait se suffire à un moment donné de 8 caractères, majuscules, minuscules. Maintenant, une politique de mots de passe forte, c'est plus du tout ça. On est plutôt sur un minimum de 12 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Donc ça, c'est un peu le minimum syndical. Mais alors après, il y a plusieurs difficultés en fait. C'est ce que je vais entendre, c'est bah ouais, mais moi, enfin c'est sympa, mais comment je fais? Enfin, comment je fais? Je dois rentrer sur mon ordinateur là, j'ai mon ordinateur chez moi, j'ai Netflix, j'ai etc. Comment je fais pour retenir tous les mots de passe? Donc c'est bien la raison pour laquelle il y a des dispositifs aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter. On arrête de retenir les mots de passe. Ça ne c'est plus du tout comme ça qu'il faut faire. Donc c'est plutôt de basculer sur d'autres stratégies. Donc quand on est sur des grandes entreprises, on va pouvoir avoir vraiment des dispositifs même d'authentification unique. Donc je vais pas y revenir là-dessus, mais qui sont plutôt pilotés sur des annuaires d'entreprise et avec des serveurs qui en fait vous aurez vous utilisateurs uniquement à vous connecter, vous authentifier pardon une seule fois et puis après c'est un jeu de serveur qui va appeler les bons mots de passe et les ID users pour vous embarquer directement sur les bons logiciels. C'est ce que par exemple va faire un Microsoft, pas besoin de se reconnecter à chaque fois quand on ouvre un des outils de la suite Microsoft. Donc ça va être l'authentification unique, mais on peut ne pas avoir ça. Après, il existe, donc vraiment pour les petites entreprises, à des budgets qui sont petits, des gestionnaires de mots de passe qui vont être très très intéressants, vont permettre pour une petite organisation à la fois de préserver donc un champ de mots de passe qui va être individuel, de partager le cas échéant des mots de passe d'administrateurs d'un site ou je ne sais quoi. Et donc vous avez des outils aujourd'hui de gestionnaires de mots de passe qui vont vous générer des mots de passe, qui vont conserver de manière sécurisée, chiffrée
ces mots de passe et qui sont bien plus sécures que, encore une fois, ce post-it ou ce carnet que vous avez à droite et à gauche. Vous avez pas mal d'outils. Chez Valorant Co, on en utilise un, par définition d'action, puisque c'est un outil open source. C'est Bitwarden, que je ne peux que vous conseiller, qui est très facile à mettre en place. Donc c'est Bitwarden. Et vraiment, ça vous permet, à chaque fois, vous avez un certain nombre d'extensions, mais qui permettent de synchroniser selon vos équipements et qui permettent de gérer très, très rapidement finalement l'ensemble de vos mots de passe. Donc ça, c'est le premier socle qui me semble primordial sur cette histoire de système d'information, le chiffrement et l'authentification. Le deuxième point, ça va être vraiment la partie plutôt agilité numérique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, alors je sais pas si sont des mots qui font écho chez vous, mais c'est vraiment de se dire, on est dans un monde où maintenant les temps de développement de nouveaux logiciels, applications informatiques n'ont strictement rien à voir avec moi de mon temps, j'allais dire quand j'ai commencé. On est vraiment sur des délais très très courts maintenant de nouveaux produits fonctionnalités qui vont être sur à peu près des cours des temps pardon de 3-6 mois environ, alors qu'on avait pu observer, on était plutôt sur 1 an et demi, 2 ans, il y a à peu près 10 ans. Donc on a vraiment une notion d'une nouvelle façon de faire projet et un certain nombre de solutions numériques qui sont proposées via le cloud, donc qui sont des logiciels qui finalement qui sont proposés en tant que service. Vous n'avez plus de licence en tant que tel dans le logiciel, mais vous achetez un CRM, un service qui vous offre des fonctionnalités de CRM, par exemple. Et quand je dis, ça va être super important d'être agile quand même, même s'il y a cette dimension de sécurité, c'est de se dire comment je vais essayer pour mes collaborateurs de leur donner des outils numériques qui vont leur permettre finalement de télétravailler, de télémanager, de s'organiser de manière autonome le plus possible. Donc ça va vraiment, l'enjeu, hein, c'est de disposer pour l'entreprise des outils numériques fonctionnels, ergonomiques, rapidement déployables et qui vont au moins couvrir, au-delà de, et je parle pas là évidemment du cœur métier des logiciels métiers, mais sur cette organisation du télétravail et du télémanagement, la partie partage de fichiers, la communication en temps réel, la communication asynchrone et l'organisation de tâches. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure un peu rapidement, la partie création visuelle. Donc là, ça va être vraiment de se dire, bah, pour le coup, sur la partie partage de fichiers, donc c'est pareil, ça dépend des structures. On a toutes les réalités sur le tissu économique en France. On va avoir des entreprises qui sont très très bien outillées avec un dispositif de partage centralisé, avec une gestion des habilitations qui est au cordeau. Et puis d'autres, où même la notion de serveur, on voit pas trop de quoi on nous parle, et qu'on est plutôt tous en mode disque dur, à continuer de s'envoyer des fichiers communs par mail. Donc entre ces deux réalités, alors je parle même pas de l'entreprise qui n'a pas encore vraiment été en mode numérique, et il y en a encore, mais entre ces deux réalités-là, on va forcément avoir plus ou moins de difficultés à basculer en mode travail à distance et accès à distance à ces fichiers-là. Donc il y a un certain nombre d'outils là aussi qui vous permettent aujourd'hui, à des coûts, même pour une petite entreprise, qui sont plutôt pas inintéressants. De mon côté, c'est toujours pareil, en tous les cas, nous, ce qu'on essaie, c'est de vraiment privilégier les entreprises françaises, avec donc des entreprises qui ont conçu leurs solutions en France, avec des données qui sont hébergées en France. Je vous en conseille un, c'est-à-dire que si vous pouvez éviter un Google Drive, ça me va assez bien, et plutôt privilégier un Wimi qui est une belle boîte française pour le coup. Sur la partie communication temps réel, et bah, ça va être vraiment tous les sujets de visio. On va faire juste un petit focus après, parce que c'est un vrai sujet qui a pu faire débat. On a ensuite la partie communication asynchrone, donc ça va être vraiment là plutôt tous les mails, toutes les messageries instantanées, et ça va être vraiment de jouer entre ces deux types de communication. On va retrouver après l'organisation de tâches. Là aussi qui va être super important, c'est-à-dire que si vous voyez plus trop, vous êtes manager, vous avez plus sous les yeux vos collaborateurs, vous pouvez plus tout aussi facilement discuter de là où en sont les uns et les autres, ça va être de pouvoir se rendre compte
finalement, de quelle est l'organisation des tâches, quel est pardon, leur avancement, ce que chacun arrive à réaliser. Et puis en dernier lieu, vous avez la partie création visuelle, donc qui va être, selon nous, important pour effectivement pouvoir essayer de d'égayer ou en tous les cas de faire passer des messages plus rapidement visuellement plutôt que d'avoir des tartines et des tartines de compte rendu. Donc on va être vraiment plutôt sur cette agilité pardon, numérique pour essayer d'avoir une boîte à outils digitale qui couvre un peu, qui soit encore une fois plutôt fonctionnelle, qui vise un peu la sécurité, mais pas uniquement, ça, qui essaie d'avoir cet équilibre-là et qui soit plutôt sur aller aussi rechercher des outils qui sont proposés un peu différemment dans le cloud et en tous les cas en tant que service. Une petite remarque, il y a aussi des bonnes pratiques en fait pour essayer de concilier les méthodes agiles et la partie cybersécurité. On va pouvoir se dire finalement dans la méthode agile, on prend vraiment l'utilisateur, il est au centre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des outils informatiques pour je ne sais qui, on fait des outils informatiques pour celui qui va fondamentalement utiliser l'outil. Et donc on peut aussi concilier en se disant, et donc c'est l'exemple sur les identifiants. On va se mettre à la place d'un utilisateur qui va pouvoir se dire, pour le coup, en tant qu'utilisateur, je veux renseigner mes identifiants afin de me connecter à l'application. Donc ça, très bien. Et on va aussi pouvoir se mettre du côté un peu la carte du diable, qui peut faire sourire, mais qui permet de finalement d'intégrer aussi ce que l'attaquant, en tant qu'attaquant, je vais essayer de deviner le mot de passe d'un utilisateur en envoyant un certain nombre de requêtes, etc. Donc on peut tout à fait être dans une méthode agile, c'est-à-dire se mettre à la place de l'utilisateur et en même temps rajouter des astuces finalement pour essayer d'intégrer la cybersécurité dès le départ d'un projet. L'autre point, c'est vraiment sur la partie, le troisième pilier, sur la partie système d'information, ça va être le management des risques. Ce risque management est essayer d'anticiper au maximum les scénarios d'attaque, en fait. Les principales menaces pour une entreprise, on a vu tout à l'heure les sources, on va en avoir encore trois, c'est un peu toujours les mêmes. C'est vraiment les attaques de déni de service. Pour le coup, on va être sur la partie déni de service, c'est vous avez plein d'adresses IP qui vont attaquer majoritairement un serveur. Donc ça va être visible soit sur un site web ou d'autres choses. Donc ces attaques de déni de service sont encore très très importantes aujourd'hui. Il y en a là, pendant que je vous parle, énormément. Et donc ça, voilà, on n'a rien demandé à personne. Et donc on peut subir ce type de menace. On a toujours la partie rançongiciel, le ransomware, qui va pour le coup vous demander une rançon par rapport à... Alors, j'ai mon eau qui arrive, c'est super, j'ai même pas eu à demander. Ah, merci Christine. J'ai la partie donc ransomware qui est vraiment des attaques qui vont vous demander des rançons. Donc vous avez vous avez un écran, il va se passer des choses un peu particulières quand vous ouvrez, quand vous regardez votre écran. Et donc là, vous avez des hackers. Donc leur seul but, c'est vraiment l'argent, le lucratif. Et donc là, vous savez pas quoi faire si vous n'avez pas été informé, sensibilisé, ça va être un peu compliqué. Et puis le dernier, c'est le phishing, qui était très très vrai aussi là, à nouveau amplifié avec le Covid-19. C'est vraiment le hameçonnage. C'est-à-dire que vous avez un mail qui vous est adressé, qui vous demande d'ouvrir un fichier ou un lien hypertexte. C'est pareil, c'est de la même manière que quelqu'un que vous ne connaissez pas finalement toquerait à votre porte. Vous n'allez pas le faire entrer et tout faire découvrir de votre maison. Si vous connaissez pas l'expéditeur, le message vous semble un peu particulier, vous posez pas de questions. C'est vous informer éventuellement si vous avez quelqu'un en système d'information. Sinon, c'est directement corbeille. La personne, si jamais c'était une erreur, de toute manière, pas de panique, reviendra vers vous, mais c'est plutôt des bonnes pratiques. Et on est toujours sur ces différentes menaces pour le coup. Et par rapport à justement essayer de voir quelles sont ces principales menaces, il va falloir à un moment donné essayer de regarder, de mettre vraiment en place un plan d'action qui va permettre à chaque fois par rapport à des risques que vous aurez pu identifier, essayer de mettre hop, pardon,
essayer de mettre en place vraiment un plan d'action sur j'ai un risque, je voulais vous le mettre en plus grand, mais je n'y arrive pas. Typiquement, j'ai un risque qu'on a vu tout à l'heure sur la destruction d'un équipement physique, d'un composant ou de données. Vous aurez plusieurs possibilités, des mesures que vous allez pouvoir mettre en place de sauvegarde de configuration, de contrat de maintenance, et ça va être d'identifier dans chacune des entreprises sur les risques que vous pourrez avoir, et donc ça c'est assez documenté. Vous avez, moi je dois avoir à peu près en tout une quarantaine de risques identifiés, et à chaque risque va correspondre en face des mesures potentielles que vous pouvez mettre en place pour essayer de, sans doute, ne pas supprimer le risque, ce serait compliqué, en tous les cas, de le minimiser très fortement. Donc à chaque risque, cette histoire de risk management, c'est d'identifier des mesures potentielles que je peux mettre en place, et sur cette mesure potentielle, comment je vais pouvoir être en capacité de mettre en place des actions pour essayer donc de piloter et de contenir l'impact, la gravité d'un risque. Et donc vous avez des référentiels comme ça qui vont exister et qui vous permettent vraiment de brancher à chaque fois, de vous donner en tous les cas des pistes de réflexion et demain des actions à mener. Donc vraiment cette histoire de risk management, elle est fondamentale. Ok, j'ai commencé à chiffrer, authentifier, je suis un peu mieux avec un gestionnaire de mots de passe. Je vais être un peu plus agile pour quand même donner des outils qui vont être utilisés, fonctionnels pour les équipes, mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais que j'ai des attaques qui sont fortes avec des menaces qui vont concerner, elles sont au moins de ces trois-là, donc on va peu concentrer nos efforts là-dessus, et donc on va regarder finalement sur chacun de ces risques quelles mesures potentielles, génériques finalement, toute entreprise pourrait être en capacité de mettre en place, et te dire bon bah ça je peux, moi dans mon entreprise je considère que ce risque il va être vraiment vraisemblable, il peut être grave, et donc comme je le qualifie un peu de manière prioritaire, je vais me brancher des actions et piloter tout ça dans le temps. Le dernier point, c'est vraiment d'avoir une équipe qui est régulièrement sensibilisée, avec une sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs, selon évidemment leur degré d'exposition au risque cyber. Donc il y a typiquement, c'est qu'un exemple, mais Audica a été piraté il y a un an, et donc là en ce moment, il y a des collaborateurs qui sont en formation obligatoire sur la cybersécurité, avec des quiz, vidéos, etc. Je pense que l'enjeu aussi de gamifier la formation, ça peut être vraiment important, avec des quiz, des challenges, des ateliers de mise en situation. Il peut même y avoir un peu des systèmes d'escape game. Donc ça, c'est cette dimension de gamification peut être pour le coup enfin, vraiment intéressante à mettre en place. Régulièrement aussi sensibiliser parce que ces sujets évoluent très vite. Donc c'est pas se dire ça y est, je l'ai fait en 2015. Donc c'est bon ad vitam aeternam. Donc c'est vraiment un sujet qu'il faut remettre sur la table du métier de manière très très régulière. Donc ce care, de bien l'avoir en tête sur la partie système d'information, avec au moins ancré ces bonnes pratiques. Je vais juste faire, parce que ça a beaucoup fait parler, un focus sur les visios, justement parce que je trouve que c'est un beau sujet entre la partie agilité et sécurité. On en a beaucoup parlé, je ne sais pas si vous reconnaissez le petit logo. On en a beaucoup parlé sur la partie Zoom, qui a vraiment fait parler cet outil de lui en début d'année. Parce qu'en fait, il y avait une mise en avant de dispositifs de sécurité et finalement qui était globalement un peu embelli. Et donc cette entreprise a fait un mea culpa en avril, disant bah écoutez, désolé, effectivement, on s'est un peu emballé dans ce qu'on avait dit, donc notre outil était beaucoup moins sécurisé qu'on ne l'avait écrit. Donc ça, c'est ce sujet-là de la sécurité, il est vraiment primordial sur la partie sur les visios, parce que précisément, on peut être sur des réunions, des sujets qui peuvent être un peu touchy, et on n'aurait juste pas envie que toute la terre entière puisse être au courant. Donc, cet aspect est d'essayer de mesurer un peu, pour le coup, sur les visios, de mesurer l'agilité et la sécurité, ça va être très, 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 très important. Un des outils, pour le coup, mais qui est payant,
qui est là aussi français, qui est plutôt pas mal, c'est Tixeo. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont, mais Tixeo, on est vraiment donc sur un outil français, société française, qui est le seul aujourd'hui certifié par l'ANSSI, donc qui est vraiment sur un niveau de sécurité très très fort. Chiffrement de bout en bout, donc rien n'est clair pour personne, à part ceux évidemment qui sont connectés, c'est un peu mieux. Donc Tixeo, société que je vous invite à regarder, donc il y a vraiment sur un dispositif, il y a une offre d'essai, je crois, de 15 jours, mais qui est donc ensuite sur un modèle payant, mais donc qui offre pour des entreprises qui veulent vraiment miser sur la sécurité, qui a avec un niveau de fonctionnalité intéressante, c'est plutôt un très bon outil. On a ensuite Cisco Webex, qui eux donc sont des Américains, qui ont un agrément pour le coup côté États-Unis, pareil, qui est plutôt normalement assez sécure. Je vous mets deux outils qui sont peut-être moins connus, qui sont des outils open source. Vous en avez deux, donc là c'est Big Blue Button, donc qui peut être assez utilisé par quelques écoles d'ailleurs, donc qui est plutôt, enfin qui a des fonctionnalités qui peuvent être vraiment intéressantes aussi avec des sous-groupes, etc. En sécurité, normalement à ce jour, en tous les cas, on est plutôt bien. On est vraiment sur un outil open source, hein, donc qui est à la main de différents développeurs. Vous avez aussi l'outil Jitsi, que je vous conseille. Pour le coup, je vous mettrai tous les liens, mais qui est vraiment là aussi maintenant qui ont augmenté leur degré de sécurité, donc avec des chiffrements de bout en bout, donc on est plutôt à un bon niveau et super simple, je trouve, d'utilisation. Et après, vous avez un peu les classiques. Teams, qui est très utilisé, donc qui est derrière, donc avec Microsoft. BlueJeans, Zoom évidemment, et puis Wimi, que j'ai cité tout à l'heure, qui offre aussi une solution, enfin qui s'appuie sur Jitsi globalement pour la visioconférence. En tous les cas, de faire vraiment très attention quand vous choisissez, c'est-à-dire de ne pas aller n'importe où, parce qu'encore une fois, ces informations-là peuvent être lues par des gens, par des hackers, soit des malveillants ou pas. Et donc c'est important avant d'utiliser un outil de se poser la question de la sécurité, de viser le meilleur équilibre entre l'agilité, les fonctionnalités et la sécurité. Si je reviens sur la partie kératitude, sur le capital immatériel, on a plutôt vu la partie système d'information. Je vais regarder un petit peu maintenant la dimension justement un peu plus humaine. Sur l'humain, donc on l'a dit tout à l'heure, toujours pareil, ces deux dimensions. Donc on va devoir se protéger contre la partie stress, isolement, contre l'inconfort, la perte de repères, la surcharge de travail. Et je ne l'ai pas forcément dit à présent, mais l'addiction numérique aussi, parce que finalement, là, on peut se retrouver un peu tout le temps derrière l'écran derrière l'ensemble des équipements. Il peut, chez certains profils, en tous les cas, y avoir une forme d'addiction et des problématiques de connexion un peu fortes finalement à ce numérique-là. Donc il va falloir être particulièrement en tant qu'entreprise vigilant et essayer de se protéger contre ces différents sujets. Côté développement, au contraire, on va essayer d'aller chercher plutôt des soft skills, des compétences douces des collaborateurs, de développer des compétences de créativité, de coopération, d'autonomisation et d'aller aussi sur de l'agilité cognitive et numérique. Donc on a bien ces deux sujets, deux dimensions en parallèle. Et comment prendre à nouveau finalement prendre soin de ces équipes sur un volet un peu plus défensif et puis un volet un peu plus offensif. Le premier, pour moi, en tous les cas, ça va être vraiment de développer des compétences. Compétence, c'est un mot super important dans cette histoire. Donc, d'arriver à mettre en place, on le verra un peu, de personnaliser, parce que vous avez une réalité plurielle de vos salariés sur justement leur agilité numérique. Donc, il y a un vrai sujet derrière ça. Et au-delà du numérique, il y a plein d'autres compétences qui peuvent être développées. De préparer l'autonomisation, le fait de rendre autonomes les équipes, ça va être super important aussi d'arriver justement à avoir des process de délégation qui soient clairs. Et ça se décrète pas, ça se travaille complètement. Des rituels de communication qui vont être importants, formels et informels, et puis évidemment de l'écoute, du feedback et du soutien renforcé quand on est en mode à distance, parce que sinon vous passez complètement à côté de la plaque. Alors sur les compétences développées, ça va être
d'essayer déjà sur la partie numérique de mettre en place, quand je parlais de réalité plurielle, qui est de se mettre un vrai sujet sur le télétravail et le fait de manager à distance, c'est que vous avez en face des collaborateurs qui ont vraiment plusieurs niveaux de formation. Donc l'idée, c'est sans doute pas d'embarquer tout le monde de la même manière, parce qu'il y en a déjà qui sont très très loin, qui sont peut-être même meilleurs que vous-même, sûrement, et heureusement. Et à l'inverse, des gens qui sont mais complètement effrayés, en stress total, qui deviennent un peu agressifs dès qu'on leur parle d'eux, ou qui sont en mode, enfin voilà, ils font la tortue, l'autruche, ce que vous voulez, mais on les perd. Donc c'est d'arriver finalement à cartographier un peu là où en sont vos collaborateurs, et de leur proposer des programmes sans doute pas personnalisé, ce serait compliqué, mais on peut faire aujourd'hui des choses un peu semi-personnalisées en fonction de différents types de profils de formation sur les outils numériques avec des tutoriels vidéo, des formations plus approfondies, des coachings. Il y a plein de techniques finalement pour essayer d'accompagner les équipes. Donc vraiment ce sujet de compétences numériques, et c'est vraiment pas à mettre à côté, hein. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire à des gens de travailler, ouais, tu verras, tu te connectes, etc. Et puis basta. Non, du tout. Il y a vraiment des gens, quand je dis vous les perdez. C'est-à-dire qu'on va vraiment les retrouver dans la case de risque avec des problématiques d'isolement, de stress très très fort. Et donc ces gens-là, il va falloir les identifier. Vous pouvez même avoir des dispositifs de tutorat en interne pour justement les accompagner, les monter en compétences. Sur la partie compétences, le numérique, donc ça va être important, mais vous le verrez, c'est-à-dire que plus vous serez en mode télétravail avec des outils qui vont bien, plus justement la partie coopération, la partie enfin, de travailler ensemble comme ça à distance va pouvoir aussi être renforcée. Et donc finalement, vous arrivez même à développer d'autres compétences chez les collaborateurs. Le deuxième point, c'est vraiment l'autonomisation, c'est-à-dire le fait de rendre autonomes les collaborateurs que vous avez. Ça se décrète pas vraiment, ça va plutôt se travailler. Et comment on fait pour tout ça? On va essayer finalement de valider des règles communes de travail avec l'équipe. J'en ai parlé tout à l'heure, ça va être déjà la boîte à outils digitale. Quels outils on va utiliser? Pourquoi on les utilise? Comment on arbitre? Quels choix on fait? Donc ça va être super important. Les méthodes aussi, les modalités d'échange d'informations. Donc c'est que ce cadre-là, cette préparation en tous les cas, soit bien présente parce que sinon on ne peut pas rendre autonome quelqu'un s'il n'y a pas le cadre. Donc le but du jeu dans cette autonomisation, pour justement que ce capital-là humain soit important et bien valorisé, ça va être de se dire de comment on définit le pourquoi on fait ça et qu'on ait un cadre général d'organisation des règles du jeu de fonctionnement qui soient précises. Donc ça va être super important que de mettre en place ce cadre commun, co-construit de règles communes de travail. On va aussi avoir autre chose, c'est-à-dire que même si on est à peu près au clair sur la partie, sur les règles communes de travail, ce qui va être aussi important, ça va être vraiment de communiquer sur des attentes claires. C'est-à-dire que si vous êtes au clair sur les règles du jeu, mais beaucoup moins sur là où vous allez vouloir aller, ça va être un peu compliqué d'être autonome dans ce contexte super flou. Donc, ce qui va être important, ça va être de communiquer sur des attentes claires pour ensuite travailler avec les équipes sur des objectifs et des résultats clés. Donc l'idée, c'est vraiment dans ce cadre de se dire en tant que manager ou chef d'entreprise, de se dire quelles sont mes attentes, plutôt d'ailleurs à court terme, de se dire quelles sont mes attentes à 3 mois. Donc à peu près de manière plutôt là encore très très globale, de le décliner ensuite sur des objectifs ambitieux et inspirationnels qui vont être vraiment à ce stade plutôt généraux, plutôt non chiffrés d'ailleurs, et en tous les cas vraiment qui donnent envie en fait, qu'on comprend, c'est mieux, et qui donnent envie, qui sont inspirants. Donc, et ces objectifs, encore une fois, sur une temporalité qui sont normalement plutôt de 3 mois. Donc on est vraiment sur du court terme. Par rapport à ces objectifs, ça va être ensuite de brancher des résultats clés. Donc ça va être des indicateurs chiffrés, bornés dans le temps, qui vont permettre d'atteindre, enfin d'apprécier l'atteinte par rapport à un objectif donné. Donc pour avoir une autonomisation vraiment importante, une validation de règles communes, et puis des communications sur des attentes claires, ça va être les deux leviers principaux pour arriver justement à préparer et favoriser cette autonomisation.
en troisième point, j'ai mis les rituels de communication formels et informels. Sur les rituels de communication, l'idée c'est vraiment d'avoir des outils nécessaires. C'est-à-dire que si on n'a déjà pas des outils pour communiquer à distance, et comme on le disait tout à l'heure sur des modes plus hybrides, avec des postes qui sont à la fois à distance et des postes qui sont en physique, pour le coup, ça sert à rien. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que le téléphone va être important. Il y est toujours, le bon vieux téléphone, mais le téléphone va surtout servir pour du face à face, entre guillemets, ou pour des relations de 1 à 1. Donc derrière, on va vraiment avoir besoin d'autres outils sur plutôt des messageries instantanées, des mails, de la visio. Donc on a vu tout à l'heure sur la partie visio. L'informel va être aussi super important et primordial pour continuer vraiment de chouchouter les équipes et de préserver, je crois, la cohésion et l'esprit d'équipe. Alors je vous ai mis ici, je ne sais pas si je peux même vous embarquer. Je vous embarque. Je vous embarque sur un outil que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui en fait est utilisé pour ceux, alors je crois que certains en tous les cas, le MEDEF ici en Anjou et Pays de la Loire l'avait testé, puisque on a dans la région Pays de la Loire une ville, Laval, qui est plutôt assez en avance. En tous les cas, c'est un sujet qu'il porte vraiment, qui est la réalité virtuelle. Et cette année, le Laval virtuel tombait sur cette période de confinement a été finalement réalisé, proposé dans un espace plutôt 3D. Il se trouve que la société qui avait mis à disposition ces espaces virtuels est en train de tester d'autres cadres aujourd'hui. Ce sont des cadres qui sont gratuits, puisqu'ils sont encore en mode test. Donc je ne peux que vous inviter à les découvrir, puisqu'il peut y avoir des choses intéressantes à faire justement pour essayer d'arriver à se voir, entre guillemets, en tous les cas sur des modalités un peu différentes. Et donc aujourd'hui, vous avez, alors moi j'ai vu dans mes bureaux qui sont un peu plus grands que la réalité, faut bien s'avouer, la bonne vieille ville d'Angers en fond. Donc je vois la cathédrale. Et vous avez pour le coup la possibilité de plutôt un peu marketer comme vous souhaitez finalement. Je vais un peu plus vite. Un petit peu comme vous voulez vos bureaux. Donc nous ici on a fait alors pour l'instant qu'une réunion avec l'équipe, mais vous avez la possibilité vraiment d'avoir ici des petits, je dessine très très mal, des petits tableaux blancs qui peuvent faire un certain nombre de choses. Vous avez des possibilités de partager la caméra, de repartager votre écran, donc ça peut être sympa pour des présentations. Et ce que nous, en tous les cas, mais je crois l'équipe aussi chez moi a bien apprécié, c'était le fait que voilà, on puisse se dire bah tiens, regarde à droite, à gauche. Donc on réintroduit finalement un peu un espace spatial pour le coup. J'ai même eu quelqu'un chez moi qui a fait un peu de yoga virtuel. C'était assez amusant parce qu'en fait, vous ne voyez pas là, mais on est un petit avatar qu'on peut customiser. Et c'est c'est très très simple de rentrer, de se mettre dedans. Donc c'est juste une petite illustration qui évidemment ne vaut absolument pas le contact physique. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais qui peut quand même être intéressante pour quand on n'a vraiment pas la possibilité de se voir, pour embarquer un peu de sourire. Essayer quand même de voir nos bouilles parce qu'on peut mettre notre caméra juste à côté de l'avatar. Et donc cet avatar, ça peut être des solutions quand même qui permettent pour le coup de s'amuser. Donc vous avez plutôt soit des espaces comme ça, comme ici, plutôt en mode bureau. Donc là, qui sont très très grands. Je ne sais pas si un jour on aura vraiment des bureaux comme ça. Vous avez aussi des espaces de théâtre romain, par exemple, d'atrium, de centre d'exposition. Et donc, par exemple, hein, même vraiment pour faire des présentations, des événements avec vos clients, ça peut être des outils qui peuvent être mobilisés aussi pour changer un petit peu. Enfin, il y a quelque chose à travailler autour de ces événements-là. Donc, Frame VR, à découvrir. Je pourrais vous mettre le lien évidemment aussi à l'issue. Donc ça, c'était notre petite réunion pour nous. Dans l'informel, donc effectivement, je viens de vous parler de la partie bureau en mode 3D, mais on peut aussi avoir d'autres choses. C'est qu'on peut tout à fait mettre en place des cours de cuisine yoga à distance pour essayer
d'embarquer un peu de sourire, des random visio, donc ça peut être pour les structures un peu plus grandes, sont vraiment des dispositifs, donc vous avez des petits robots qui vont en fait vous mettre en relation avec des gens que vous ne connaissez pas forcément. Donc c'est un peu pour essayer de reproduire, tiens, je me balade dans un couloir, finalement voilà, je rencontre quelqu'un, de ce côté un peu informel, je m'attendais pas à éventuellement lui parler. Et ben donc là, donc c'est sans doute beaucoup moins sympathique, c'est vrai, mais ça permet quand même de recréer un peu de spontanéité. Et donc vous avez des petits outils comme ça qui, donc encore une fois, de manière aléatoire, vont vous faire rencontrer d'autres personnes d'une organisation. Pour y avoir des concours do it yourself ou même des escape games en visio. Donc il y a une entreprise du coin du Maine-et-Loire qui fait ça très très bien, qui est Sibylline Escapade. Donc ça permet, enfin voilà, il y a des outils même à distance pour essayer de maintenir cet informel. En tous les cas, la notion de rituel va être vraiment importante là-dessus et de se dire comment vous arrivez à ritualiser vos séquences de communication avec vos équipes pour justement continuer de prendre soin d'elles. Et quand je dis rituel, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'agender le maximum avec des points de synchronisation, des retours d'expérience, et que tout ça soit ritualisé, donc bien écrit, formalisé, de semaine en semaine. Le dernier point, donc on est vraiment sur l'écoute, le feedback et le soutien. L'idée, c'est vraiment complètement de basculer d'un mode command and control vers plutôt un modèle lead and help, c'est-à-dire que d'arrêter d'être encore, et en France, on a malheureusement, c'est un point de vue personnel, beaucoup d'entreprises qui sont dans ces logiques de vouloir commander, contrôler à tout prix. Le coût d'un contrôle finalement est bien plus élevé que de basculer sur un autre mode. Donc c'est de sortir de ces postures-là ultra hiérarchisée, ultra verticalisée, pour progressivement aller plutôt sur des postures de leader au service des équipes et dans des postures en tous les cas d'écoute et de soutien. La distance va nécessiter d'être vraiment proactif. C'est-à-dire que si vous attendez, comme classiquement, des retours de vos collaborateurs, ça risque de ne pas marcher. Donc là, il va vraiment falloir être plutôt proactif, c'est-à-dire aller chercher, savoir si vos collaborateurs vont bien et d'être vraiment, donc à vous de sortir un peu et d'aller chercher les commentaires, les observations en face à face aussi, évidemment. Donc ça change, hein. C'est surtout pas rester en attente. Oula, ils me disent rien, tout va bien. Bah non. La distance fait que vous n'allez pas percevoir ce qui ne peut ne pas aller, donc ça va être important d'aller chercher. Il va être aussi bien plus utile d'expérimenter, de mesurer plus finement en fait tous les impacts que vous êtes en train de mettre en place sur ce management à distance. Donc ça va être vraiment d'évaluer tous les ressentis des équipes, d'analyser tous les flux, ce qui est en train de se passer, des ateliers aussi un peu de rétrospective, donc il y a des outils pour ça, des canevas. Et donc ça va être vraiment essayer de donner et recevoir du feedback pour développer ce sentiment de reconnaissance et de monter en compétence. Donc vraiment là l'idée c'est on arrête, en tous les cas on diminue de plus en plus ces postures de command and control, basculer sur des notions de manager leader au service des équipes et d'être vraiment, voilà, d'aller chercher les commentaires, les observations, d'être à l'écoute, d'avoir vraiment du feedback complet, y compris vraiment à 360 degrés, c'est-à-dire que vous, à écouter les ressentis de vos collaborateurs et inversement. C'est comme ça, c'est jamais évident parce que voilà, parfois il peut y avoir peut-être des remarques qui vont pas forcément dans le sens que vous souhaiteriez, mais c'est précisément comme ça. Vous allez pouvoir apprendre, déconstruire un peu de mauvaises pratiques et embarquer sur de nouveaux horizons. Donc sur le take care, sur la partie humaine en tous les cas, c'est vraiment donc tout miser sur la partie compétences, d'aller développer pour le coup, d'essayer de personnaliser un peu ce développement, cette montée en compétences, de cadrer, d'autonomiser, enfin de cadrer en tous les cas, et de préparer un maximum d'autonomisation des équipes, de ritualiser les communications et puis d'être vraiment sur une posture d'écoute, de feedback et de soutien. Donc en résumé, vraiment par rapport à ces histoires de télétravail, de télémanagement, dans un environnement qui va en plus subir des cyberattaques sans doute de manière plus forte encore,
Je crois que fondamentalement, donc je le disais en introduction, ça va être cette histoire de take care, de prendre soin. Donc je le redis, évidemment toujours de chacun, de chacun de manière individuelle, de vos proches, mais aussi dans ce monde de l'entreprise avec ces deux dimensions. Plutôt une dimension un peu toujours de protection et au contraire une dimension plus positive, offensive de développement. Donc c'est de répéter toujours, toujours et encore ça. Donc une vraie intention de base que de vouloir prendre soin de ce capital immatériel et ensuite de plugger un certain nombre d'outils, de méthodes et de méthodologies pour justement valoriser ce capital immatériel et s'en sortir. Merci. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Merci beaucoup Virginie pour un très bel éclairage, un beau champ de vision là, que tu nous as montré. C'est vrai que ça veut dire maîtriser quand même pas mal de choses, ou en tout cas tenter d'avancer vers cette maîtrise et cette attention. J'ai bien retenu le take care que tu mettais en avant. Question qui est posée, alors assez directe, quels sont les systèmes à ne pas utiliser? Presque, ce serait compliqué, je pense, de citer des noms, mais c'est plutôt là où il faut faire peut-être attention. Moi, j'ai en tête, par exemple, lorsqu'on commande en ligne, on dit toujours faites attention d'être bien sur un site sécurisé avec les petits cadenas, etc. J'imagine que tu citais, je crois, pour l'outil de Visio français, enfin, une sorte de label ou d'agrément reconnu. Je pense que c'est plutôt là-dessus où il faut faire attention. Donc ça, c'est la première question. Euh, Sinon, j'ai d'autres questions sur si on peut mettre le lien. Donc oui, on mettra bien les liens vers les outils, Oui. notamment français que tu cites, dans les documents qui vous seront envoyés prochainement. Voilà. Et alors, pour répondre quand même à la question Oui. sur les bonnes pratiques, enfin, il y a des pratiques pour le coup de base quand on est déjà en tant qu'utilisateur, mais ça vaut en mode privé, enfin particulier quand on est chez soi ou en entreprise, c'est effectivement tout ce qui va être, tu parlais d'achat en ligne, donc le fondamental déjà, c'est, et vous avez encore certains sites e-commerce dont on parle quand même pas mal en ce moment, sur lesquels qui ne vont pas être sécurisés. C'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le petit s, donc vous êtes sur une adresse, une URL internet qui est juste http://. C'est-à-dire que si vous commencez à payer, et donc encore une fois, hein, il existe un certain nombre de sites e-commerce toujours comme ça aujourd'hui en France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne va être, tout est en clair. C'est-à-dire que si on veut se connecter au bon moment et qu'on sait faire, on va pouvoir observer l'ensemble de la transaction de manière, ce que vous êtes en train de faire de manière assez claire. Donc, clairement, de viser plutôt des protocoles sécurisés, donc des adresses URL qui vont être HTTPS. Accessoirement, de toute manière, enfin, si vous avez des sites web, d'aller aussi toquer à la porte de vos prestataires éventuellement pour basculer de toute manière sur ces protocoles sécurisés, puisque c'est ce qui va aujourd'hui être recherché par l'algorithme, enfin un des points, absolument pas le seul, mais un des points de l'algorithme Google pour le référencement. Donc c'est justement pour embarquer un peu l'ensemble des sites vers ces protocoles sécurisés. Donc ça, c'est une première bonne pratique. Quand même une autre bonne pratique, ça va être de se dire, et c'est alors super important quand on est en mode télétravail, c'est d'éviter de me mélanger des usages personnels avec des usages professionnels. Donc, si on commence à mettre son mot de passe professionnel pour des choses, pour, j'en sais rien, Leclerc Drive, Netflix ou je ne sais quoi, donc d'avoir des ponts comme ça, d'aller sur le poste qui est normalement portable, informatique de l'entreprise, d'aller sur des sites personnels. Je parle même pas de vous n'avez pas le droit, c'est pas bien de tout mélanger, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que d'un point de vue sécurité informatique, ça va augmenter finalement les risques de faire pénétrer des tiers justement dans le réseau et dans l'environnement de l'entreprise. Donc ça, on évite. Et puis après, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il va falloir vous poser la question, où est-ce que je mets mon curseur entre la dimension sécurité et la dimension fonctionnalité et le côté plus agile.
Et donc c'est ce curseur-là qui est pas évident. Et donc ça nécessite quand même de se poser plutôt que d'y aller toujours à fond les ballons sans prendre le temps de quand même de regarder le sujet. C'est voilà, qu'est-ce qui est important, de ne pas sous-estimer la dimension sécurité parce qu'on est tous concernés, de pas non plus la mettre en objectif absolu. Et partant là, en tous les cas, de regarder ce que vous faites. Enfin, vous ne faites pas n'importe quoi dans la vraie vie. Et ben, sur le monde numérique, c'est pire parce qu'en plus, on vous trace partout. Donc, c'est de faire attention aux choix que vous prenez dans les outils. Et c'est vrai qu'à titre personnel, on est plutôt sur des outils français, pour le coup. Non seulement parce que voilà, économie locale, et que les données, en tous les cas, si on est sur des outils services, vont être hébergées en France. Donc même sur des aspects de développement durable, on va moins loin. C'est plus à côté, donc pour plein de dimensions, c'est intéressant quand même je pense, d'arriver à privilégier des outils français. Euh, je partage complètement. On accompagne nos commerces alimentaires, etc., en consommant local, mais il y a aussi sur le numérique, on peut faire des Oui, choses et je te remercie de le rappeler. Euh, le MEDEF Pays de la Loire qui nous accompagne sur cette matinale me rappelait également que il y avait eu tout un, toute une synergie déjà d'entreprises en début d'année sur la cybersécurité, etc. Je crois qu'à disposition, on peut vous mettre un questionnaire pour voir un peu, si je puis me permettre de dire, la maturité au niveau de votre entreprise sur la cybersécurité. Donc, on vous enverra les différents liens et documents très prochainement. Vous pourrez retrouver également cette conférence en ligne alors sur ton site Virginie Valeur Co et également sur le site, enfin chaîne YouTube du MEDEF Anjou. J'espère que cela vous a apporté un peu de réflexion, des pistes en tout cas de réflexion ou peut-être des réponses. Merci encore à toi Virginie pour merci. ton intervention et je vous dis à très vite. Au revoir.